la question du patrimoine mondial de l'UNESCO, effectivement, c'est un moyen de protéger un certain nombre de ressources culturelles. Alors après, il reste que c'est en fait l'UNESCO, c'est-à-dire une assemblée d'États-nations qui passent des accords entre eux. Donc l'acteur principal reste l'État-nation, mais c'est vrai que d'une certaine manière, il délègue à l'ensemble de la communauté, d'une certaine forme de communauté internationale, le soin de ne pas détruire un certain nombre de ressources. Donc je suis d'accord. Un autre exemple qui à mon avis est un tout petit peu plus probant, parce qu'on voit à l'œuvre les différents acteurs, la société civile, le marché, le secteur privé et les États. Un autre exemple d'institution internationale qui traite une ressource comme un commun, c'est DNDi, qui est un réseau qui s'appelle Drugs for Neglected Disease Initiative, DNDi, qui a été créé il y a 15 ans par des médecins français qui venaient de Médecins du Monde, dont le siège est à Genève, dont la mission est de fournir des thérapies contre des maladies négligées par le secteur privé parce qu'il n'y a pas de demande solvable. En fait, les gens malades de cette maladie sont trop pauvres pour pouvoir acheter les thérapies produites par le secteur privé. Exemple, l'hépatite C en Égypte. Les Égyptiens sont ravagés par l'hépatite C. La thérapie contre l'hépatite C en Europe, ça coûte plusieurs milliers d'euros. La plupart des Égyptiens sont incapables de payer ça. Et DNDi fournit une thérapie contre l'hépatite C pour 400 $. Comment? En fait, en mettant ensemble des laboratoires du secteur privé, des ONG et des États qui subventionnent. Et donc c'est cette innovation institutionnelle, cette imagination institutionnelle qui fait créer un objet hybride qui, pour les catégories classiques des économistes, est un monstre, parce que ça n'est ni l'État ni le secteur privé, mais c'est autre chose, mais qui permet de traiter la santé comme un commun. Parce que, au moins depuis Ebola, mais en fait depuis bien plus longtemps, mais ne fût-ce que depuis Ebola en 2014, je pense que tout le monde a pris conscience du fait que la santé, la bonne santé est un commun. La bonne santé d'un paysan guinéen dans les forêts profondes de Nzérékoré intéresse les Creusois. Parce que si Ebola atterrissait en Europe, ce serait une affaire assez triste pour nous tous. Donc voilà, DNDi, c'est un exemple. Et d'une certaine manière, on pourrait dire, au fond, la tâche d'imagination institutionnelle qui nous attend, de créativité politique, c'est de créer des objets de cette nature pour gérer les ressources mondiales dont nous avons besoin et dont nous déciderons ensemble qu'elles doivent être des communs, qu'elles ne peuvent plus être simplement livrées à la sphère privée. Et donc ceci répond en partie à la troisième question qui était, bon c'est vrai, j'ai dit heureusement qu'il n'y a pas d'État mondial, parce que DNDi ce n'est pas un État mondial, ce sont différents États qui se mettent d'accord avec des entreprises du secteur privé et avec des ONG internationales, dont le professionnalisme aujourd'hui est internationalement reconnu, pour travailler ensemble. Donc c'est tout à fait autre chose qu'une prise de pouvoir mondiale par la Chine, par exemple. Ce qui serait probablement très triste pour la démocratie. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que je disais heureusement qu'il n'y a pas d'État mondial, parce que le seul aujourd'hui qui pourrait revendiquer un tel statut, c'est la Chine. Donc ce ne serait pas très rigolo. Heureusement qu'il n'y a pas d'État mondial. Et ce que j'appelle de mes voeux, et ce pourquoi les gens qui travaillent sur les communs appellent de leurs voeux, c'est tout à fait autre chose. C'est cette hybridation institutionnelle nouvelle à laquelle nous ne sommes pas accoutumés et qui demande beaucoup de créativité et évidemment de délibération et de savoir-faire, de compétences délibératives. Parce que vous pensez bien que pour mettre tout le monde autour de la table, il faut apprendre à discuter, à se mettre à la place de l'autre sans quitter la sienne, etc. etc. Comment est-ce qu'on revient en arrière? Alors, il y a des tas de manières, il y a une diversité de situations juridiques. Il y a des gens qui sont indemnisés parce qu'on prend leurs biens, et ça se fait tous les jours. Lorsque Total fait passer un pipeline sur un terrain au Nigeria, Total exproprie un certain nombre de gens qui sont propriétaires de la terre et les indemnise. Plus ou moins de manière judicieuse, ça c'est un autre sujet. Mais ça c'est une manière de faire. On peut aussi arrêter de privatiser à tout va. Je prends l'exemple de l'aéroport de Paris, ADP. Vous savez que derrière l'aéroport de Paris, il y a plus de 6000 hectares de terrain qui vont être privatisés et qui vont être livrés à de la spéculation immobilière. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui, sachant qu'on ferait bien mieux de préserver ce territoire pour en faire un écosystème naturel avec une très forte biodiversité, par exemple. Donc il y a aussi une manière c'est pas de revenir en arrière, mais de mettre fin à un certain courant, qui est la privatisation du monde, en arrêtant de tout privatiser à tout va. Pourquoi les élus n'écoutent pas? Moi je répondrai à cette question d'abord qu'il y a des exceptions. Il y a des élus qui écoutent, on a des élus dans cette salle, dont je salue l'inventivité et le courage politique. Ensuite, mon expérience à moi, c'est qu'il y a une déconnexion très forte, c'est vrai, entre certaines élites du monde urbain et le monde rural. Alors, je vous donne un exemple.
J'étais invité en décembre par le secrétariat général du gouvernement, le SGG, qui est une instance au niveau du Premier ministre, mais qui travaille pour la totalité du gouvernement, qui fournit des dossiers pour le gouvernement, n'importe quel ministre. Et le secrétariat général du gouvernement m'a invité, on était en pleine crise des Gilets jaunes, en décembre, en me posant la question suivante. Bon, Monsieur Giraud, on a bien compris qu'il faut faire la transition énergétique, donc ça veut dire mettre fin à notre dépendance très élevée au pétrole, et puis transiter vers une énergie décarbonée, qu'il s'agit des énergies renouvelables d'un côté ou du nucléaire de l'autre. Pour l'instant, je n'entre pas dans ce débat. Et la question qu'ils m'ont posée, c'est pensez-vous qu'on puisse le faire sans mettre pour autant fin à la métropolisation du territoire français? C'est-à-dire au fait que tout l'argent, tout le pouvoir politique, économique, financier, intellectuel, symbolique, médiatique, va dans les grandes métropoles. Et simplement le fait qu'il m'ait posé la question, et c'était une question sincère, on déjeunait ensemble, il n'y avait pas de... La presse n'était pas là, voilà. Il se posait vraiment la question. Mais le fait même qu'il se pose une telle question traduit un désarroi incroyable, y compris au cœur du gouvernement, sur ces questions-là. Et d'ailleurs, sans vouloir entrer dans une polémique politique, vous voyez bien que le gouvernement n'a cédé sur rien. Les 10 milliards qui ont été cédés étaient déjà budgétisés, devaient être dépensés sur la totalité du quinquennat. Au lieu d'être dépensés sur la totalité du quinquennat, ils seront dépensés sur cette année. Enfin, ça, c'est pas une grosse concession. Et l'autre concession, c'est la remise en cause de la taxe carbone, ce qui est une très très mauvaise idée, à mon avis. Vous voyez ? Donc en fait, le gouvernement en place n'a cédé sur rien. Il n'est pas du tout entré en dialogue avec les Gilets jaunes. Alors que si on veut faire la transition, et c'est ce que je dois expliquer, il faut absolument redessiner complètement l'aménagement du territoire français pour mettre fin à la métropolisation, redistribuer l'argent, le pouvoir, les médias, la représentation symbolique dans toutes les villes, pas simplement les grandes métropoles, faire des petites villes très denses, comme vous le savez, et il y a des plans d'urbanisme qui vont dans cette direction. Mettre fin à l'imaginaire de la banlieue pavillonnaire californienne, parce que ça, c'est des gouffres à énergie, c'est des passoires thermiques. Donc des petites villes très denses, avec de la polyagriculture autour de chaque ville. Donc ça veut dire arrêter cette folie où on ne fait que de la viande dans le Limousin, que du lait en Normandie et que du blé dans la Beauce, mais il faut faire un peu de tout partout, avec des circuits courts et des centres urbains reliés par du train. Et donc il faut réhabiliter notre extraordinaire réseau ferré que nous avions en 1945. Nous avons détricoté, malheureusement, ce que les Belges et les Allemands et les Suisses n'ont pas fait. Ils ont eu l'intelligence de ne pas le faire. Nous l'avons fait, parce que nous sommes embarqués dans l'aventure du TGV. Et il faut réhabiliter, y compris la petite ligne de chemin de fer qui passait par Saint-Sulpice-le-Dunois à l'époque de la jeunesse de mon papa. Oui. Alors, à une époque où on crie au haro sur la SNCF parce qu'elle a 50 milliards de dettes qui sont complètement normales, même si la SNCF par ailleurs est mal gérée, on n'en prend pas du tout le chemin. Oui, voilà. Mais je crois que c'est ça vers quoi il faut aller. Donc il faut absolument qu'on puisse avoir un vrai débat entre nous pour qu'on ait des majorités gouvernementales qui mettent en œuvre ce programme-là, qui est relativement bien documenté et bien fourni aujourd'hui, qu'on est capable de mettre en œuvre. Il n'y a pas de problème technique, on n'a pas besoin d'un deuxième Einstein, et il n'y a pas de problème financier, contrairement à ce qu'on raconte partout. Alors je donne un exemple, et ça c'est ce qui est très débattu en ce moment. C'est la pointe du débat qu'on a en ce moment entre Paris, Bruxelles et Berlin, qui est la fameuse règle des 3% du déficit public, qui est invoquée à tout moment pour dire c'est pas possible, on ne peut pas dépenser cet argent, parce que vous avez bien vu que là il y a un débat, les taux d'intérêt sont négatifs à 10 ans. Donc si la France emprunte aujourd'hui à 10 ans, elle se fait payer pour emprunter, ce qui est extraordinaire. Alors je pourrais expliquer d'où ça vient, c'est pas du tout parce que nous sommes vertueux, peu importe. Mais en tout cas, si on empruntait aujourd'hui, on ferait gagner de l'argent à l'État. Parce que si demain les taux remontent, ça coûtera beaucoup plus cher. Aujourd'hui, on serait payé pour emprunter. Donc mon avis, c'est qu'il faudrait emprunter aujourd'hui, absolument. Le gouvernement dit non, il ne faut pas emprunter à cause de la fameuse règle des 3%. Or, cette règle des 3%, après discussion avec des juristes spécialistes du droit communautaire, elle peut s'interpréter. En quel sens? Le périmètre sur lequel on calcule les 3% est soumis à interprétation. Aujourd'hui, l'interprétation qui prévaut, c'est celle de la Commission européenne, c'est celle de Bercy à Paris et c'est celle de Berlin, qui est on compte tout. On compte les dépenses de fonctionnement de l'État et les dépenses d'investissement. Mais dans n'importe quelle entreprise, vous savez très bien que dans la comptabilité, on fait une distinction entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Ces dernières sont amorties sur des dizaines d'années. Ben pour l'État, non. Pour la comptabilité publique, non. On compte tout de suite les dépenses, même si c'est des dépenses d'investissement qui pourraient très logiquement être amorties sur des dizaines d'années. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une situation paradoxale où nous sommes en sous-investissement public depuis des dizaines d'années. Donc le patrimoine public français aujourd'hui se déprécie. C'est-à-dire que les investissements ne permettent même plus de maintenir à flot
le niveau de notre patrimoine public, et vous avez peut-être vu passer un rapport sénatorial très alarmiste, après l'accident du pont de Gênes en Italie. Nos sénateurs se sont penchés sur les ponts français et ont identifié 22 000 ponts en France qui sont dans un état qui nécessiterait une réhabilitation urgente. Bon, je ne vois toujours pas de grand plan de réhabilitation des ponts français. Pourquoi ? À cause de cette fameuse règle des 3%. Or, cette règle, donc, comme je l'ai dit, est interprétable. Donc il faudrait qu'on ait un débat aujourd'hui qui est en vérité un débat herméneutique sur quel est le périmètre, l'assiette sur lequel nous voulons compter les 3%. On pourrait très bien décider, et l'État français pourrait très bien décider, de retirer du calcul des 3% les dépenses d'investissement pour les infrastructures vertes, par exemple, pour la transition écologique. Alors évidemment, ça ferait hurler la Commission européenne, mais l'État ne serait pas en infraction s'il faisait ça. Il pourrait dire « Ah, mais moi j'interprète les traités différemment de vous. Discutons ». Donc ça, c'est un rapport à l'Europe qui n'est pas du tout... On fait tout ce que l'interprétation actuelle exige et ensuite on négociera. On négocie tout de suite en proposant une autre interprétation tout de suite qui dessert les taux des finances publiques. Si on fait ça, on a des milliards devant nous qui sont possibles, qui sont accessibles. On peut emprunter à taux négatif et commencer à financer la transition écologique dont nous avons tous urgemment besoin, qui plus est, comme vous le savez très bien, qui est créatrice d'emplois et qui redonne du sens à la collectivité. Une dernière question qui m'a été posée, quelle liberté ? Alors, il y a des grands débats philosophico-politiques sur qu'est-ce que c'est que la liberté. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, je vous dirais, à la lumière de ce que j'ai dit là-haut, sur les différents types de biens, de ressources, qu'au fond, notre liberté la plus élevée, c'est celle de pouvoir délibérer ensemble sur les institutions que nous voulons construire. Comment nous créons ensemble les institutions. Je pense que c'est ça le sommet de la liberté. C'est une liberté en relation avec d'autres. Ce n'est pas la liberté du propriétaire absolu dans sa solitude métaphysique radicale, seul avec son bien dont il est propriétaire. C'est une liberté en relation avec d'autres qui consiste à délibérer pour construire des institutions. Alors, si nous sommes privés de ça, effectivement, là, ça va très mal. La défiance vis-à-vis de l'État, je pense que c'est le reflet inversé de cette scission horizontale entre des élites urbaines qui ne comprennent plus du tout ce qui se passe dans le monde rural et une partie du monde rural et du monde des banlieues, évidemment, qui se sent complètement abandonné par le service public et qui dit « mais à quoi sert cet État qui ne s'intéresse plus à moi ?» Je pense que c'est à ça que c'est dû. Voilà. Et l'impératif qu'on entend relayé par certains économistes, de mes collègues, qui est « mais faites confiance ». Alors il y a régulièrement des travaux pour montrer que la société française est une société de la défiance, où les gens ne se font pas confiance entre eux. Je ne crois pas une minute à ce type de travail. Je pense qu'il y a des raisons historiques profondes, notamment liées entre autres à la Révolution française. Une partie des élites françaises se méfie du peuple français, parce qu'elle sait qu'on est capable de couper la tête du roi. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, y compris l'Allemagne. La grande culture de la coopération et du dialogue allemand, est aussi due au fait qu'on n'a pas coupé la tête du roi en Allemagne. Et donc il n'y a pas cette défiance des élites vis-à-vis des populations, qui est autre chose que la défiance des populations vis-à-vis de l'État, mais qui est le reflet inversé de celle-ci. À mon avis. Donc le rôle de l'éducation, évidemment, c'est central. Donc il y a un livre blanc sur l'introduction des questions écologiques dans l'enseignement supérieur qui a été confié à Cécile Renoir, qui est ici, par la ministre de l'Éducation, l'enseignement supérieur plutôt. Il y a une réflexion qui est engagée au niveau de l'éducation nationale. Sur la question de la réduction de l'âge du droit de vote, moi je reformulerai la question autrement. Je dirais finalement... C'est un peu ce que fait, par exemple, quelqu'un que vous connaissez peut-être, Dominique Bourg, philosophe qui a candidaté pour les européennes il n'y a pas très longtemps. Il dit, au fond, puisque la démocratie représentative est en crise, la question, c'est comment est-ce qu'on réintroduit du délibératif dans notre démocratie. Et la proposition de Dominique, c'est de dire qu'il faudrait faire intervenir les ONG au Parlement de manière relativement systématique. Qu'un pool d'ONG, qui soit sélectionné avec des critères raisonnables, puisse intervenir et faire valoir, par exemple, les questions environnementales, les questions des générations futures, etc. Ça, ce serait un moyen pour la jeune génération, y compris celle qui n'a pas encore les moyens de voter, de s'exprimer, parce qu'elle participe souvent au travail des ONG. En tout cas, c'est plutôt dans cette direction que j'irai chercher comment on peut faire intervenir davantage dans notre délibération publique, commune, politique, la très jeune génération. Régulation coordonnée des migrations. Effectivement, c'est un énorme sujet. D'une certaine manière, certains démographes nous prédisent que la Terre va devenir un grand camp de réfugiés dans les années qui viennent, si on continue. Le temps de séjour moyen dans un camp de réfugiés aujourd'hui sur la planète, c'est 17 ans. Donc les camps de réfugiés ne sont plus du tout le temps moyen, sont plus du tout des passages provisoires dans lesquels
dont on échappe rapidement. Il y a Marie-Jo qui me fait signe. Non, c'est pas moi. Alors, par rapport à ces gigantesques questions, et je vais rattacher ça à la question des migrations qui m'a été posée après. Donc, ce que dit la Banque mondiale, c'est 2,5 milliards de réfugiés d'ici la fin de l'année, d'ici la fin du siècle, pardon. Dans le même temps, je pense qu'il faut regarder un tout petit peu les travaux d'Antoine Héran, qui est un professeur au Collège de France, démographe, qui a regardé un tout petit peu ce qui avait été fait par Stephen Smith. Peut-être que vous avez vu passer le petit bouquin de Stephen Smith, qui est un journaliste, sur la ruée vers l'Europe, avec quelques calculs de point de table pour montrer que, en particulier, les réfugiés africains allaient envahir l'Europe et que d'ici 1 ou 2 générations, la moitié d'entre nous serions tous africains. Donc tout ça est complètement faux. Tout ça alimente certainement le vote Rassemblement national, mais n'a rien à voir avec la réalité. Donc les calculs d'Antoine Héran montrent que si on exclut la question du dérèglement climatique et qu'on regarde simplement les flux migratoires tels qu'ils existent aujourd'hui, indépendamment de la question climatique, les flux migratoires en Europe restent extrêmement faibles. Extrêmement faibles. Et donc la menace de l'envahissement, de l'invasion de l'Europe par des hordes de barbares, ça c'est un imaginaire qui nous habite, mais qui n'a rien à voir avec le réel. Malheureusement, évidemment, un certain nombre de partis populistes surfent là-dessus, sur cette peur-là, pour que dans les villages où on n'a jamais vu un étranger, on vote Rassemblement national par peur qu'un jour un étranger arrive. Après, il n'empêche que donc, je pense qu'il faut prendre au sérieux les travaux d'Antoine Héran. Si vous les cherchez sur Internet, vous les trouverez, puisque Antoine les a mis en accès libre pour justement pouvoir alimenter le débat public. Après, il reste quand même la question du dérèglement climatique. Et là, ce que je vous ai montré, moi, m'inquiète beaucoup, parce que ça me semble assez évident qu'il va y avoir probablement plus de 2 milliards de personnes qui vont migrer. Il y a eu un exemple, malheureusement un précédent, j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas la première fois dans l'histoire qu'on allait avoir des cataclysmes. Il y a eu un précédent qui a été mis en lumière par un historien américain qui s'appelle Mike Davis, donc non pas Miles Davis, le trompettiste, mais Mike Davis, dans un livre assez provocateur qui a été traduit en français par Génocides tropicaux, qui montre qu'en 1890, il y a eu un effet El Niño massif qui a affecté la quasi-totalité du Brésil, de l'Afrique subsaharienne, de l'Inde et de la Chine. La plupart de ces pays à l'époque étaient des colonies. Les administrations coloniales ont traité le sujet par-dessus la jambe, et le résultat, ça a été en quelques années 50 millions de morts. Alors là, je vous rejoins, madame. Malheureusement, ceci est possible, on est capable de réitérer ça. Et à mon avis, le grand défi qui est devant nous, c'est de tout faire pour que ça ne se reproduise pas. J'attire notre attention sur le fait que nous avons déjà été capables de laisser se produire ce type de catastrophe, aussi grave en fait que la Première Guerre mondiale, 50 millions de morts en quelques années, et que nous sommes aussi capables de l'effacer de notre mémoire, puisque je suis sûr que la plupart d'entre nous n'ont jamais entendu parler de cette catastrophe en 1890. Voilà. Évidemment, il faut une régulation coordonnée des migrations, en particulier en Europe, et ça n'est pas du tout ce que nous voyons aujourd'hui. Alors là-dessus, je peux témoigner que je suis allé donner une conférence il n'y a pas très longtemps à Rome, d'ailleurs Perrin, qui est au fond de la salle, était là, en présence de Romano Prodi, l'ancien président du Conseil de la Commission européenne. Romano Prodi, qui est un centriste tout à fait raisonnable et tout à fait, je crois, Macron-compatible, si je peux m'exprimer ainsi. Et Prodi a été très très dur contre notre président de la République. Parce qu'il a dit, en fait, vous, la France, vous avez abandonné l'Italie sur la question des réfugiés, des migrants. Et le fait que vous nous ayez abandonnés alimente le vote Salvini. Ce serait beaucoup plus intelligent pour tout le monde, y compris pour nous, la France, d'avoir une politique migratoire coordonnée avec l'Italie, l'Espagne, la Grèce, plutôt que de jouer chacun cavalier seul. Dans un contexte où finalement, apparemment nous sommes les grands gagnants, si je peux dire, peut-être qu'en fait nous sommes les grands perdants, parce que nous sommes probablement le pays qui a accueilli le moins de migrants depuis le début de la crise syrienne. Comparé à l'Allemagne en particulier, qui en a accueilli 1 million, nous en avons accueilli un peu moins de 100 000. Donc là, il y a un vrai sujet, et c'est vrai qu'il faut une vraie coordination, je pense que ce serait beaucoup plus intelligent, et on pourrait commencer par une coordination européenne. Et puisque nous avons un président qui est européiste, eh bien qu'il le démontre en mettant en place une politique coordonnée européenne d'accueil migratoire. Voilà. En tout cas, c'est le vœu que je peux formuler. Les communs sans État. Alors, j'ai évidemment pas eu le temps d'expliquer tout ça, mais c'est vrai qu'il y a une grosse littérature et beaucoup de mouvements militants autour de ce qu'on appelle les commons en anglais, le commoning, l'action de mettre les choses en commun, avec une figure de proue canadienne notamment qui s'appelle David Bollier, avec des gens qui là-dedans, notamment David Bollier, mais d'autres aussi, qui disent mais au fond, on n'a pas besoin de l'État pour organiser la société, les communs suffisent. Alors vous aurez repéré que ce n'est pas du tout ma position. Et ça me permet de répondre aussi à la question de Perrin au fond de la salle.
Ma position, mais qui est évidemment sujette à débat, c'est pour ça que je l'expose avec vous, c'est l'État doit être là pour garantir le droit, parce que je ne crois pas du tout qu'on puisse mettre en place des communs s'il n'y a pas de droit. S'il n'y a pas du droit, c'est la logique tribale qui l'emporte. Dans les 4 catégories, on revient à la féodalité et au tribalisme, c'est-à-dire à la loi du plus fort. Le tribalisme, qu'est-ce que c'est? C'est, on fait une petite tribu entre nous, à l'intérieur de la tribu, nous sommes des amis entre nous, et là on s'entraide, là on est solidaires, et puis à l'extérieur, c'est les ennemis. C'est la loi de l'ennemi-ami. Donc c'est Carl Schmitt qui a thématisé ça. Et d'une certaine manière, on pourrait dire le nazisme d'un côté, mais aussi l'Union soviétique. Ce que fait Poutine en Russie aujourd'hui consiste à détourner l'État et en faire un État tribal. Un État qui fonctionne pour une tribu, une petite oligarchie. Peut-être que c'est une tentation en France aujourd'hui aussi, c'est possible. Voilà. Et donc, à mon avis, la proposition que je fais, c'est de dire, au fond, la mission de l'État, ça n'est pas de faire en sorte que les communs puissent apparaître et ensuite se retirer, parce qu'on a besoin constamment de l'État pour faire respecter le droit. Et dans les travaux d'Elinor Ostrom, c'est très clair, il faut absolument que les règles que la communauté s'est données à elle-même pour administrer et prendre soin des communs soient respectées par l'État et que l'État puisse les faire respecter. Sinon, n'importe quel sauvage peut arriver et aller braconner la nuit dans mon étang, dans notre étang, même si nous, entre nous, on a mis au point des règles extrêmement subtiles pour prendre soin de notre étang. Donc il faut bien qu'il y ait un État qui fasse la police et qui puisse dire cette communauté, en Creuse, elle a décidé d'appliquer telle règle et vous n'avez pas le droit de contrevenir à ces règles. Ça me paraît fondamental. J'ajoute juste un mot là-dessus et après je passe à la question de la démographie. Parmi les différentes règles qui ont été identifiées par Elinor Ostrom dans ses travaux empiriques comme étant centrales pour la prospérité des communs, il y en a une qui me semble très importante, qui est la possibilité ex ante d'une résolution du conflit ex ante en avance, avant même que le conflit n'apparaisse, une résolution du conflit par des règles sur lesquelles on s'est mis d'accord à l'avance. Autrement dit, les communautés qui font ça savent très bien que tôt ou tard, quelle que soit l'intelligence des règles que nous nous sommes données, il arrivera forcément un moment où nous ne serons pas d'accord entre nous sur l'interprétation des règles. Il y aura un conflit, tôt ou tard, c'est l'humanité. Les communs prospèrent et survivent et se développent lorsque la communauté a eu la sagesse, à l'avance, de prévoir ce conflit, non pas tel conflit, mais la possibilité d'un conflit, et d'avoir décidé à l'avance des règles de résolution du conflit. Alors, pour vous donner un exemple, une tribu, enfin une population qui vit de la pêche autour d'un étang en Guinée forestière, que j'ai visité il y a 4 ans maintenant, grâce à l'AFD, parce que son projet de pisciculture a été financé par l'AFD, gère le poisson comme un commun. Et dans une zone où il n'y a pas d'électricité, c'est très très compliqué, parce qu'à partir du moment où vous sortez le poisson de l'eau, il faut le manger le jour même. Vous n'avez pas de réfrigérateur pour conserver le poisson. Donc c'est un geste très important pour la collectivité. Et donc les règles sont extrêmement subtiles entre les femmes et les hommes vont pêcher, les femmes vont vendre le poisson au marché, etc. Bon. Mais quelle que soit la subtilité de ces règles, c'est évident qu'il y a des conflits. Donc j'ai posé la question, en connaissant évidemment la littérature d'Elinor Ostrom, que ces braves paysans guinéens n'ont jamais lu, évidemment. Alors j'ai demandé, mais quand vous avez un conflit entre vous, comment vous faites? Alors ils m'ont dit, ah, monsieur le chef économiste est intelligent. Effectivement, il y a des conflits entre nous. Alors ce que nous faisons dans ce cas-là, c'est que nous allons voir un vieux du village d'à côté, qui est à 20 km, et nous lui demandons d'arbitrer notre conflit. Parce qu'il habite dans un village à côté, il n'a pas de conflit d'intérêt avec nous, il n'est pas impliqué dans nos affaires, mais quand même on le connaît un peu, on sait que c'est le sage du village d'à côté, et on va s'en remettre à sa sagesse. Mais on l'a déterminé à l'avance. Et c'est comme ça que nous résolvons nos conflits. Question que je nous pose, au sein de la zone euro, c'est quoi notre règle, méta-règle de résolution de nos conflits quand on n'est pas d'accord? Quand quelqu'un veut sortir, par exemple, quand quelqu'un ne paie pas ses dettes. Même question au niveau de l'Union européenne. Donc c'est incroyable que nos juristes n'aient même pas prévu des règles de résolution d'un conflit où il y a un pays membre qui veut sortir de l'Union européenne. Ça n'a même pas été prévu. Ça vous dit, comment dire, le caractère primitif de nos juristes européens comparé à la sagesse institutionnelle des paysans guinéens. Alors, un point sur la question de la démographie, parce que la question a été posée. C'est une question centrale. Vous entendez peut-être aussi en Creuse dire, ce que j'entends moi dans les salons parisiens, le jour où les femmes maliennes arrêteront d'avoir 6 enfants, j'arrêterai de conduire un 4x4 qui pollue 20 litres au 100. J'entends les Parisiens dire ça. Je pense que c'est un très très mauvais argument. Donc les données démographiques en 3 minutes sont les suivantes.
le seul continent sur la planète qui, dans les décennies qui viennent, va avoir une vraie poussée démographique, c'est l'Afrique. Partout ailleurs, nous allons avoir une stagnation, une régression démographique. Partout ailleurs. L'Afrique, aujourd'hui, c'est 1,3 milliard de personnes, comme l'Inde, et c'est le même PIB d'ailleurs. Donc il y a la fourchette, c'est d'ici 2050, plus 1 milliard, c'est la fourchette basse en Afrique. Et la fourchette haute, c'est plus 1,5 milliard. Donc fourchette haute, il y aurait 2,8 milliards d'habitants en Afrique en 2050. Ça, c'est la première donnée. Donc le seul endroit où il y a un sujet démographique, c'est l'Afrique. Outre, évidemment, l'autre question, mais qui est probablement pas celle à laquelle vous pensez, qui est la gestion des générations trop âgées en Chine, au Japon et bientôt en Europe, parce qu'il n'y a pas assez de jeunes pour travailler, pour financer les retraites des anciens. Et ça, c'est un sujet, je pense, qui n'était pas la question à laquelle vous pensiez. Donc je reviens au sujet de l'excédent démographique et du malthusianisme démographique. Premièrement, la seule zone où la question se pose, c'est l'Afrique. Deuxièmement, tous les gouvernements africains, en particulier sahéliens, que j'ai rencontrés, sont parfaitement conscients du problème. C'est pas comme si le président du Mali ignorait cette question. Il est très informé, il sait très bien que toute la planète regarde le nombre de femmes, le nombre d'enfants que les femmes maliennes ont chaque année. Troisièmement, c'est pas du tout simple, contrairement à ce qu'on croit, de réguler la démographie d'un pays, d'une population. En Chine, la Chine a réussi à faire s'effondrer le taux de fécondité par femme, en dessous même du taux de reproduction des générations. Peut-être que ce n'est pas du tout dû à la politique de l'enfant unique. Il y a un vrai débat aujourd'hui entre démographes universitaires. Pourquoi ? Parce que la Thaïlande et la Corée du Sud ont connu la même évolution démographique sans aucune politique antinataliste. Donc c'est-à-dire que la variable explicative, ce n'est pas forcément la politique antinataliste chinoise, la politique de l'enfant unique, mais ce serait plutôt le fait que la Chine a réussi cet exploit de sortir 700 millions de personnes de la pauvreté, ou de l'extrême pauvreté, en 30 ans. Ce qu'aucun programme du FMI ou de la Banque mondiale n'a réussi à faire partout ailleurs. Et donc si on comprend ça, et si on comprend que la vraie clé pour la transition démographique, c'est la sortie de la pauvreté, alors ça veut dire que la clé pour l'accélération de la transition démographique en Afrique subsaharienne, c'est la sortie de la pauvreté. Alors, malheureusement, ça fait 70 ans que tout le monde essaye et qu'on n'y arrive pas, et que la pauvreté gagne plutôt en Afrique subsaharienne aujourd'hui. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que pour des institutions comme l'Agence française de développement, c'est impossible de se donner comme mandat de contribuer à la réduction de la démographie, puisqu'en fait, pour le faire vraiment, il faudrait d'abord résoudre le problème majeur qui est la sortie de la pauvreté, sur lequel nous échouons quand même héroïquement depuis des décennies. Alors, il y a quand même... Alors, un contre-exemple, c'est l'Inde. L'Inde, dans les années 50, a mis en place une politique antinataliste extrêmement violente, au terme de laquelle elle a stérilisé 8 millions de personnes. Stériliser 8 millions de personnes, c'est davantage que la population suisse. Donc vous imaginez, vous stérilisez tous les Suisses. C'est quand même violent pour les Suisses. Eh bien, ça n'a pas du tout infléchi la courbe démographique indienne. Ça a été impuissant à infléchir la courbe démographique. Donc ça veut dire que ça ne peut pas se décider d'un claquement de doigts. Et donc les gouvernements d'Afrique subsaharienne aujourd'hui, qui sont parfaitement conscients du problème, ne peuvent pas décider comme ça, de manière autoritaire, le taux de fécondité des femmes de leur pays. C'est une décision tellement intime et mystérieuse, au fond, face à laquelle les gouvernements sont assez démunis. Alors il y a quand même une variable sur laquelle toutes les études statistiques montrent qu'elle a une influence positive, mais elle est évidemment largement insuffisante à accélérer la transition démographique, mais elle a quand même un vrai impact positif, et qui est la seule variable sur laquelle d'ailleurs notre président insiste, et à mon avis à juste titre, donc vous voyez que ça m'arrive aussi de faire l'éloge du président de la République, c'est l'éducation des jeunes filles. Alors ça c'est vrai, l'éducation des jeunes filles partout et tout le temps a eu un impact positif sur la réduction de la fécondité des femmes. Voilà. Donc ça c'est un enjeu très très fort pour en particulier les pays sahéliens, qui est de favoriser l'éducation des jeunes filles. Il y avait encore une dernière question sur les GAFAM, excuse-moi Christophe. Les GAFAM, je pense que c'est une question fondamentale qui, à mon avis, renvoie à un sujet plus vaste qui est le libre-échange et le protectionnisme. Le protectionnisme qui, jusqu'à une date récente, était encore un gros mot. Donc si, jusqu'à une date récente, vous parliez de protectionnisme, le journaliste qui vous interrogeait, vous regardez en se demandant si vous étiez au Front National, et si on vous avait laissé rentrer, c'était pas normal d'ailleurs. Il recommençait à reculer son micro. J'en ai fait l'expérience. Heureusement, il y a un débat qui commence à s'initier aujourd'hui pour dire au fond, sommes-nous bien certains que le libre-échange possède toutes les vertus qu'on lui attribue depuis une quarantaine d'années. En tant qu'économiste, je ne connais aucun fondement analytique au libre-échange. Pour être un tout petit peu précis, la théorie ce qu'on appelle les avantages comparatifs de David Ricardo, au début du 19e siècle, un grand économiste britannique, un grand bourgeois britannique,
Cette théorie dit, au fond, sous certaines conditions, si on ouvre les frontières entre deux pays, par exemple le Portugal et l'Angleterre, eh bien, ce sera mutuellement bénéfique, même si l'un des deux pays en fait est beaucoup plus puissant et productif que l'autre. Pourquoi ? Parce que chacun des deux pays va se spécialiser dans le secteur où il est encore meilleur, et ça va être bénéfique pour les deux pays. Ricardo lui-même reconnaît dans son traité qu'il y a une condition majeure pour que ceci soit vrai, sans laquelle sa théorie s'écroule. C'est l'immobilité du capital. C'est-à-dire que le capital ne puisse pas migrer d'un pays vers l'autre. Parce que Ricardo sait bien que si vous ouvrez les frontières et que le capital est parfaitement mobile, il va évidemment aller vers le pays qui est le plus puissant et le plus productif. Et c'est exactement ce qu'on observe au sein de la zone euro aujourd'hui, où l'essentiel des investissements se font dans les pays du Nord, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Finlande, Benelux, de manière générale, parce que c'est les pays où le rendement du capital est le plus élevé. Et vous savez très bien que depuis le début de la crise grecque, les capitaux grecs ont déserté la Grèce pour aller s'investir en Allemagne. Ce qui donne complètement raison à Ricardo. Et donc, aujourd'hui, pratiquer du libre-échange commercial dans un contexte où nous avons fait de la mobilité parfaite du capital, l'alpha et l'oméga de nos relations internationales, c'est une énorme erreur. Sauf que la mobilité du capital est inscrite très très haut dans nos traités européens depuis le tout début, depuis la communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc depuis le tout début, il y a dans le projet européen, en sourdine, un sous-projet qui fait de la mobilité du capital un impératif catégorique. Alors qu'on a le droit de s'interroger aujourd'hui sur est-ce que c'est vraiment un impératif. Voilà. Tant que nous n'aurons pas un vrai débat démocratique entre nous et entre Européens sur cette question, je pense que le projet européen aura du plomb dans les roues. Et qu'en particulier, nous serons très démunis pour réagir face à ce que font les GAFAM dans nos pays aujourd'hui. Oui, j'ai un peu fait exprès quand même de vous montrer les choses catastrophiques au début, parce que je suis quand même frappé par la puissance du déni dans laquelle, peut-être pas ici en Creuse, mais beaucoup de mes interlocuteurs s'enferment. C'est-à-dire, au fond, tout ça est tellement difficile et pénible que, à part la jeune génération, qui a une très très grande énergie et qui est dans un travail de souffrance psychologique énorme pour s'accoutumer à l'idée que l'avenir est aussi sombre, notre génération, la mienne, la génération du dessus a fortiori, trouve ça tellement pénible qu'elle préfère se raconter au fond, c'est pas si grave, on va s'en sortir. Alors, vous avez des tas de stratégies de dénégation. Le techno-optimisme, par exemple, j'entends ça très régulièrement, c'est « mais l'homme s'est toujours sorti d'affaire, grâce à la technique, on va trouver une solution technique ». Et c'est à ce moment-là qu'il faut se rappeler Mike Davis. Dire non, non, oui, certes, les survivants s'en sont toujours sortis, mais à quel prix pour les autres? C'est ça la question. Et l'enjeu de la transition écologique, c'est, on va la faire la transition écologique, j'en suis convaincu, c'est une question de survie pour l'humanité. La question c'est à quel prix? Avec qui va souffrir? Et si on n'est même pas fichu de mettre en place une taxe carbone de manière que tout le monde puisse contribuer et qu'il n'y ait pas des gilets jaunes dans la rue, dans les ronds-points, on est mal parti pour faire la transition énergétique en France, je trouve. Vous voyez? Ça veut dire qu'on a décidé de faire payer les pauvres, c'est ça l'enjeu. Alors, j'ai fait un peu exprès de vous montrer les choses catastrophiques pour qu'on sorte du déni. Et ma petite expérience, je peux vous dire ça, je peux faire un peu une méta-réflexion par rapport à ce type de conférence, c'est que une conférence dans laquelle je ne montre pas ces cartes du début catastrophiques, et une conférence dans laquelle je les montre, ça change tout. C'est-à-dire, si je ne les montre pas, il y a la moitié de la salle qui s'enferme dans le déni en disant « bon, ouais, il est un peu excité, le pauvre garçon, il faut qu'il prenne des vacances, il est fatigué ». Donc ça permet de remettre un peu les pendules à l'heure et que tout le monde soit bien d'accord sur le fait que tout ça est très très grave. Après, ceci ne donne pas du tout envie d'agir. Et c'est pour ça que je vous ai dit, moi je suis très hostile, je suis assez hostile à la collapsologie, en tant qu'elle alimente la panique, la peur, ou un imaginaire fleur bleue incroyable de l'effondrement de l'État. Avec une espèce de jubilation morbide, c'est une fois qu'on n'aura plus d'État, on fera les jardins partagés à la Volpette, ce à quoi je ne crois pas du tout. Donc, qu'est-ce qui rend désirable le fait d'agir? Alors là, je crois que c'est ça qui est fondamental avec les communs, c'est que les communs, ça remet au centre de la discussion entre nous une anthropologie relationnelle. C'est-à-dire, au fond, ce qui fait le sens de l'existence, le sel de la vie et le goût avec lequel on peut se lever le matin, c'est quand même les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres, avec la nature. C'est ça qui nous rend heureux. La privatisation du monde nous coupe, nous isole du reste du monde. Et ça nous rend malheureux. Et il y a un grand économiste que vous connaissez peut-être, hongrois, Karl Polanyi, qui a expliqué ça de manière très forte, à mon avis, dans un beau livre qui s'appelle La Grande Transformation, qui a dit, au fond, les expériences terrifiantes, totalitaires de l'Europe, de l'entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale, c'est lié à la première grande tentative de privatisation du monde
que l'Europe avait mise en œuvre à la fin du 19e, autour de l'Angleterre victorienne. À partir du moment où vous essayez de privatiser pour Polanyi 3 grandes catégories de biens, qui sont la terre et toutes ses ressources, la monnaie et le travail, eh bien, vous détruisez le lien social, vous rendez impossible la fécondité des relations humaines. Ça provoque une telle souffrance du corps social que le corps social se met à voter pour n'importe quel clown, qu'il s'appelle Adolf Hitler ou Marion Maréchal Le Pen, bientôt, qui lui promet des lendemains qui chantent, pourvu qu'on sorte du cauchemar de la privatisation. Je pense que ce que dit Polanyi était prophétique au sens où c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Une grande partie de la souffrance que nous vivons aujourd'hui s'exprime à travers un vote Rassemblement national qui ne résoudra rien, mais qui est malheureusement le seul qui permet de poser les questions qui prennent acte de la souffrance des gens, malheureusement. Vous voyez ? Alors, comment on sort de ça ? Mais en remettant au centre la relation humaine. Donc une anthropologie de la relation et des institutions qui honorent ça. Et je crois que les communs, ça honore ça. Parce que les publics sont encore construits dans une relation très verticale où il y a l'État d'un côté, les citoyens de l'autre. Alors je pense qu'il en faut de toutes les manières, puisqu'in fine, il faut quand même de la loi et il faut du droit. Mais une société qui serait entièrement régie par le public, ça c'est le totalitarisme. C'est l'absorption de la société civile dans l'État. Et ça, c'est ce que les régimes totalitaires essaient de faire. Il n'y a plus de résidus, c'est l'absorption sans reste, l'État contrôle tout. Ça c'est le cauchemar aussi. C'est le cauchemar inverse de la privatisation. Donc il y a 2 grands écueils à éviter. Au fond, la privatisation du monde néolibéral, d'un côté, et puis l'absorption de la sphère sociale, de nos relations, du monde vécu, dans la sphère de l'État. C'est 2 monstres qu'il faut éviter. Comment est-ce qu'on se ferait un chemin là-dedans ? Je crois que les communs, c'est une vraie voie alternative. C'est-à-dire, c'est des communautés de personnes qui se parlent entre elles, qui délibèrent, pas autour d'un marché pour se vendre des choses, mais pour construire des institutions ensemble, prendre soin les uns des autres. Par exemple, les monnaies locales, ça sert à ça. Quand on met en place une monnaie locale et que ça marche. Ça sert à recréer du lien social. Et c'est ça, je crois, qui rend désirable la transition écologique. C'est-à-dire une transition vers une société dans laquelle il fera bien mieux vivre, parce qu'on prendra le temps d'avoir des relations les uns avec les autres et des relations heureuses. Je crois que c'est ça qu'il faut. Et donc ça, c'est le grand défi, je crois, pour nous aujourd'hui, c'est de rendre désirable cette société-là qui n'existe pas encore, mais que nous avons à inventer en faisant confiance à l'intelligence collective. Voilà. Je crois que ça répond à la première question, qui est comment on fait. Ça, on met en œuvre dès maintenant, avec notre intelligence collective, notre imagination qui est très grande, des solutions locales de mise en commun, avec petit à petit des montées à l'échelle. Et MDNDI, le fameux réseau de médicaments pas chers pour des maladies négligées par le secteur privé, montre qu'on est même capable de faire ça à l'échelle internationale.